Le maître de la terre de Robert Hugh Benson, livre 2, chapitre 2. Au déjeuner, une demi-heure après, Olivier parut singulièrement mal à l'aise. Et c'est de quoi sa mère, une vieille dame de près de 80 ans, se rendit compte aussitôt, sans doute, car après un coup d'œil jeté sur lui et un simple mot de bonjour, elle retomba dans le silence. C'était cependant une bien agréable chambre, cette salle à manger, toute voisine du cabinet d'Olivier, et meublée suivant l'usage universel dans des tons verts clairs. Ses fenêtres donnaient sur un minuscule jardin derrière la maison et sur la haute muraille tapissée de lierre qui servait d'enclos à la propriété. Les meubles, eux aussi, étaient du type habituel. Une table ronde assez grande se dressait au milieu, entourée de 3 hauts fauteuils pourvus des angles et des coussins les mieux adaptés aux convenances du corps. Et au centre de la table, un piédestal pareil à une large colonne ronde supportait les plats. Il y avait plus de 30 ans déjà que dans toutes les maisons la coutume s'était établie de placer la salle à manger au-dessus de la cuisine et de monter ou de descendre les plats au moyen d'un appareil hydraulique qui aboutissait au centre de la table des repas. Quant au plancher, il était revêtu tout entier de la préparation en liège abscestos, inventée en Amérique, étouffant le bruit, plaisante à la fois pour les pas et pour les yeux. Ce fut ma belle qui rompit le silence. « Et ton discours de demain ?» demanda-t-elle à son mari. Cette question parut ranimer un peu Olivier et le remettre en train. Le fait est que Birmingham commençait à s'agiter. On se reprenait à réclamer, une fois de plus, le libre-échange avec l'Amérique, faute de pouvoir trouver en Europe des débouchés suffisants. Et c'est Olivier que le gouvernement avait chargé de calmer ses aspirations mécontentes. Il se proposait de dire aux gens de Birmingham que, en tout cas, leur agitation resterait forcément vaine jusqu'au jour où l'affaire de l'Orient se trouverait réglée. Mais on lui avait permis d'ajouter que le gouvernement était tout à fait partisan du retour prochain au libre-échange. À eux de prendre patience et de rester calmes en attendant. Ces gens sont stupides, déclara-t-il d'un ton fâché, stupides et d'un égoïsme sans bornes. Ils sont pareils à des enfants qui pleurent et crient pour manger, tout en sachant que leur dîner viendra dans quelques instants. Et tu leur diras cela ? Qu'ils sont stupides, certainement. Ma belle considéra son mari avec un sourire charmé. Elle savait fort bien que la popularité d'Olivier reposait surtout sur ses habitudes de franchise. Car rien ne plaît tant aux masses que d'être grondé, injurié, par un homme intelligent, courageux et doué d'un pouvoir magnétique d'éloquence. Elle-même, d'ailleurs, n'aimait rien autant chez son mari. « Et comment iras-tu » lui demanda-t-elle. « Par l'aérien. Je prendrai celui de 18h à Blackfriars. La séance est à 19h et je serai de retour à 21h. » Après quoi, il se remit vigoureusement à manger, et sa mère rassurée le regardait avec son patient et affectueux sourire de vieille femme. Ma belle, ayant fini son déjeuner, tambourinait doucement sur la nappe de ses doigts sveltes et légers. « Hâte-toi de finir, mon chéri, dit-elle, car il faut que je sois à Brighton dès 3h. Olivier avala précipitamment sa dernière bouchée, posa son assiette sur la plateforme du milieu de la table, puis, ayant constaté que plats et assiettes s'y trouvaient tous installés, pressa un ressort. Aussitôt, sans le moindre bruit, la plateforme disparut. La vieille Madame Brunt était une personne d'apparence saine et vigoureuse, toute ride, ayant sur la tête une résille comme les femmes en portaient 50 ans auparavant. Mais on sentait que ce jour-là, une inquiétude ou un chagrin troublait sa bonne humeur.
Ce fut elle qui, la première, se leva et sortit de la salle à manger. « Sais-tu si maman a quelque chose ?» demanda Olivier. « Ah, répondit ma belle, c'est toujours l'affaire de ces viandes artificielles. La pauvre femme ne peut pas s'y habituer. Elle croit que nous allons en être tous malades. » « Et rien d'autre ?»« Non, mon chéri, je suis sûr qu'il n'y a rien d'autre. Elle n'aurait point manqué de m'en parler s'il y avait eu quelque chose. » Quelques instants après, la jeune femme sortit à son tour et Olivier la suivit des yeux jusqu'à la grille du jardin. Il avait été un peu troublé 2 ou 3 fois les jours passés par quelques paroles étranges qui avaient échappé à sa mère. Celle-ci, dans sa première enfance, avait reçu une éducation chrétienne, et son fils avait parfois l'impression que des traces de cette influence de jadis se réveillaient en elle. C'est ainsi qu'elle avait déterré parmi ses vieux livres un certain Jardin de l'âme, et souvent elle se plaisait à le lire, tout en protestant qu'elle n'attachait aucune importance à son contenu. N'importe, Olivier aurait préféré qu'elle brûlât ce mauvais livre, car il savait que la superstition est chose tenace et fort capable de reprendre possession d'un cerveau affaibli. Le christianisme, d'après lui, était une croyance à la fois barbare, à cause de la ridicule impossibilité de ses dogmes, et stupide et triste et ennuyeuse, à cause de la façon dont elle s'écartait du courant joyeux de la vie humaine. Mais il savait que cette misérable croyance survivrait encore çà et là dans de petites églises sombres. Et il se rappelait le mélange de dégoût et d'horreur qu'il avait éprouvé un jour en assistant à une cérémonie dans la cathédrale catholique de Westminster. Quelle honte si à présent sa propre mère se mettait à regarder avec faveur ces folies dégradantes. Quant à lui, Olivier, aussi loin qu'il pouvait se rappeler, ses opinions politiques, toujours il avait été violemment opposé aux concessions que l'on avait cru devoir accorder à Rome et à l'Irlande. Toujours il avait estimé intolérable que cette ville et ce pays fussent laissés à la disposition des sectateurs d'un culte aussi insensé et aussi malfaisant. Il considérait Rome et l'Irlande comme des serres chaudes de sédition, en même temps que comme des taches de lèpre sur la face de l'humanité. Jamais il n'avait pu se mettre d'accord avec ceux qui prétendaient qu'il valait mieux que tout le poison de l'Occident se trouvât concentré en 2 endroits, au lieu de continuer à être répandu dans l'Europe entière. Et cependant, c'est cette dernière opinion qui avait prévalu. Rome avait été livrée entièrement aux vieillards blancs, en échange de toutes les cathédrales et églises monumentales de l'Italie. Et Olivier s'indignait de penser que les ténèbres du Moyen Âge régnaient, aussi épaisses que jamais, dans l'ancienne capitale du monde. Pour ce qui était de l'Irlande, cette nation, 30 ans auparavant, aussitôt qu'elle avait obtenu son Home Rule, s'était déclarée catholique et du même coup avait ouvertement rejeté toute institution communiste. L'Angleterre avait consenti en souriant à cette révolution irlandaise, trop heureuse d'être délivrée elle-même d'agitations possibles par le départ immédiat pour l'Irlande d'une bonne moitié de sa population catholique. L'autre jour encore, Olivier, avec un plaisir amer, avait lu la nouvelle d'apparition dans un village irlandais d'une dame en bleu et d'hôtels édifiés à l'endroit où s'étaient posés les pieds de ce fantôme. Mais la cession de Rome au pape l'indignait bien plus vivement encore, car il sentait que le transfert à Turin du gouvernement italien avait privé celui-ci d'une grosse part de son prestige, tandis que la vieille folie religieuse se trouvait associée à l'idée de Rome. Sa seule consolation était de se dire qu'une telle situation ne pouvait plus durer bien longtemps, et que déjà une foule d'hommes politiques et de journalistes dans toutes les parties du monde commençaient à proclamer la nécessité d'y mettre fin.